Alors, je vais tout d'abord rappeler où on en était à la fin des deux premières séances. Donc, pour les diagrammes binaires liquide-vapeur, la problématique se situait au niveau des liquides, puisque pour la vapeur, nous n'aurons toujours qu'une seule phase vapeur, et nous allons considérer dans notre cas que la vapeur est parfaite, c'est-à-dire que les gaz sont parfaits. Ce qui ne peut pas être le cas pour les liquides, puisque la majorité des mélanges liquides sont réels, donc on ne peut pas prendre cette hypothèse. Donc, nous avions deux cas possibles. Si le mélange est idéal, alors, bien sûr, nous avons des mélanges totalement miscibles. Ce qui fait que pour les diagrammes, qu'est-ce que nous obtenions pour ces diagrammes-là? Donc, nous avions une isotherme sous forme d'un arc, c'est-à-dire que la courbe d'ébullition est une droite, et on l'obtenait grâce à la loi de Raoult pour les deux constituants. Par contre, la courbe de Rosé ne l'est pas, ce n'est pas une droite, et je vous rappelle qu'on l'avait établie, entre autres, grâce à la loi de Dalton. Concernant les isobars, nous n'avons pas donc cette forme-là. La courbe d'ébullition n'est pas une droite, c'est aussi une courbe, ce qui nous donne une forme de fuseau. Dans le cas du mélange idéal de liquide, ce fuseau est relativement fin. Alors, lorsque le mélange est réel, que la miscibilité est totale, c'est-à-dire que l'écart par rapport à l'idéalité n'est pas très important, eh bien, cette fois-ci, l'isotherme n'est plus un arc, puisque la droite d'ébullition n'est plus une droite, c'est une courbe. Nous avions trois allures possibles, soit une allure de fuseau, soit deux fuseaux. On pouvait avoir le cas où les deux fuseaux présentaient un maximum, donc c'est un azéotrope positif qu'on a dans ce cas, ou bien deux fuseaux avec un minimum, donc on a un azéotrope négatif. Bien sûr, positif et négatif se décrit ou se décide à partir des isothermes. Par contre, pour les isobars, nous avons aussi le même type d'allure, un fuseau, bien deux fuseaux, avec un maximum en T ou un minimum en T, mais avec un maximum en T, l'azéotrope est dit négatif, puisque le maximum en T veut dire un minimum en P pour l'isotherme. Donc, si le minimum est P, c'est un azéotrope négatif. Et pour l'isobar, il reste négatif, même si vous voyez un maximum dans le traçage de votre, bien sûr, diagramme. Donc, revenez à la séance numéro 2 pour cet aspect des choses. Maintenant, avant de passer aux miscibilités partielles et nulles, je vais finir euh, par deux points que je vais évoquer ici concernant la miscibilité totale. Je vais commencer, bien sûr, par le cas, le point qui consiste à présenter la loi de Henry. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous allons tracer les courbes d'ébullition uniquement. Les rosés ne nous intéressent pas pour l'instant. La courbe d'ébullition isotherme dans le cas d'un mélange réel. Donc nous sommes d'accord, ce n'est pas une droite. Bien. Si le mélange avait été réel, je pourrais tracer les droites, la droite d'ébullition grâce à la loi de Raoult pour chacun des constituants. Donc, je peux tracer, par exemple, P1 qui est égal à X1, P1 étoile, donc la loi de Raoult pour 1, donc ça nous donne une droite. Vous voyez bien que pour X1 égale à 0, ça veut dire que X2 égale à 1, donc vous avez P1 égale à 0 ici, et vous avez votre droite. Je peux faire la même chose pour P2, donc ça c'est dans le cas réel, idéal, excusez-moi, où je peux appliquer la loi de Raoult. Et bien sûr, P total, c'est P1 plus P2, et ça nous donne la fameuse droite d'ébullition dans le cas d'un mélange idéal, donc on relie entre les deux pressions de vapeur saturantes. Maintenant, nous sommes dans le cas d'un mélange réel, donc nous allons nous écarter de la loi de Raoult. Nous donne P1 et P2. Eh bien, il faut marquer un écart. Donc, on a
soit un écart positif ou négatif. Je vais choisir de tracer le cas de l'écart positif, par exemple. Donc, P1, je vais m'écarter. Donc, P1 n'est plus égal, pardon, ici c'est P2. Hein. Donc, P2 n'est plus égal à X2, P2 étoile. On a un écart par rapport à l'idéalité. Il en est de même pour P1, on a un écart à l'idéalité, de l'idéalité, et du coup, P total va s'écarter de la droite, bien sûr, d'ébullition, et vous avez devant vous la courbe d'ébullition dans le cas d'un mélange réel. Donc ça, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Par contre, j'aimerais vous présenter. Alors, je représente encore une fois le même schéma que tout à l'heure, sauf que je l'ai allégé un petit peu, donc j'ai éliminé tout ce qui correspondait à A1, donc je n'ai gardé que pour A2 la droite de Raoul, dans le cas où le mélange aurait été idéal, mais puisque le mélange est réel, donc nous avons un écart par rapport à cette droite de Raoul. Toutefois, nous pouvons analyser deux situations extrêmes et je pense que vous en voyez une déjà ici. Vous remarquerez que lorsque 2 tend vers 1, eh bien, même pour les solutions réelles, nous avons l'impression que nous pouvons appliquer la loi de Raoul, puisque c'est parfaitement superposé ici le cas où P1, P2 pardon, réel et P2 idéal. C'est-à-dire que lorsque A2 est le solvant, donc quand X2 tend vers 1, A2 est le solvant, eh bien, nous pouvons appliquer pour le solvant la loi de Raoul. C'est très intéressant. Donc, par contre, si A2 est le soluté, eh bien, vous voyez que nous avons un écart par rapport à la droite de Raoul et que ce n'est pas possible d'appliquer la loi de Raoul pour le soluté. Par contre, si je trace par rapport, bien sûr, à la réalité, hein, si je trace une tangente à l'origine, donc, par exemple, comme ça, eh bien, je peux dire que si A2 est le soluté, donc quand X2 vers 0, eh bien, la pression partielle suit aussi une loi qui est une droite euh, dont, dont la pente ici est différente de la pente pour le cas de la droite de Raoul. Pour la droite de Raoul, la pente, c'est la pression de vapeur saturante. Mais ici, lorsque A2 est le soluté, on peut suivre une droite, une tangente, donc c'est une droite, mais qui a une pente différente du cas de la loi de Raoul. Cette pente, nous pouvons tout à fait la déterminer. Il s'agit de la constante de Henry, qui a la dimension d'une pression, bien entendu, mais elle a l'intérêt, cette droite, elle a un intérêt certain, qui est que si X2 tend vers 0, donc A2 est le soluté, alors on peut appliquer une autre loi qui ressemble à la loi de Raoul, qu'on va appeler la loi de Henry, qui est égale à P2 égale à X2 et non pas la pression de vapeur saturante, qui est la pente pour la droite de Raoult, mais ça sera une autre pente et qu'on appellera la constante de Henry pour 2. Donc, je récapitule. Si A2 est le solvant, A1 est le soluté. Donc, pour A2, je peux appliquer la loi de Raoult et pour A1, j'applique la loi de Henry. Si A2 est le soluté, donc A1 est le solvant. Pour A2, j'applique la loi de Henry et pour A1, j'applique la loi de Raoult. Donc ceux-ci sont des cas extrêmes dans le cas d'un mélange réel, mais d'une solution idéalement diluée. Donc une solution, pour faire court, diluée, où vous avez l'un des constituants est un solvant et l'autre est un soluté. Très bien.
Passons maintenant à quelque chose de très intéressant, à savoir la distillation. Quel est l'intérêt de tout ce que nous faisons? Pourquoi ces diagrammes? En quoi ils sont intéressants? Eh bien, c'est qu'ils vont nous permettre de séparer, ou bien sûr, c'est pas eux qui nous permettent de séparer, mais ils vont nous permettre de proposer une méthode de séparation totale, de préférence, théoriquement parlant, totale, des deux constituants. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle une distillation. Donc, voici le montage expérimental de la distillation et voici le diagramme, donc qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. Alors, on commence par quoi lorsqu'on fait une distillation? Par un mélange M, donc ici représenté, le point M, liquide. Donc, le mélange est liquide. Vous remarquerez bien sûr que j'ai tracé une isobarre. Un mélange liquide M. Qu'est-ce que nous allons lui faire, ce mélange? Eh bien, nous allons le chauffer. Pour faire quoi? Pour le mettre à l'équilibre liquide-vapeur, puisque si nous voulons les séparer, ces deux constituants, eh bien, nous ne pourrons le faire que si nous avons deux phases, en espérant avoir dans une phase un constituant et dans l'autre phase l'autre constituant. Donc, c'est pour ça qu'on doit atteindre le point minimal du diagramme qui nous donne deux phases. Pourquoi minimal? Parce que chauffer coûte cher. Donc théoriquement parlant, il me suffit de chauffer jusqu'à T1 pour avoir mes deux phases. T1, ça veut dire que nous avons ici une phase liquide dont L1 est le point représentatif, en équilibre avec une phase vapeur dont V1 est le point représentatif. Si je regarde ce phénomène du point de vue expérimental, nous avons ici un ballon, un chauffe-ballon qui va nous chauffer notre solution liquide, mais contrairement au diagramme, la température ici est maximale de ce côté-ci, elle est minimale quand on s'éloigne du ballon chauffant. Donc la température, elle monte, mais de haut en bas. Alors que pour votre diagramme, bien sûr, elle monte de bas en haut. Donc, chauffer jusqu'à avoir une température P1, un premier palier d'équilibre, L1, V1. Alors, cette vapeur et ce liquide, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, le liquide, il va s'égoutter dans le ballon, alors que la vapeur va monter le long de la colonne de distillation. Quand la vapeur monte le long de la colonne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa température diminue. Comment peut-on voir ça sur le diagramme? Eh bien, la vapeur, sa température diminue, c'est-à-dire que nous allons descendre ici en température jusqu'à une nouvelle température T2, donc représentée ici, T2 par exemple, où je vais avoir un autre état d'équilibre, c'est-à-dire un nouveau liquide dont le point représentatif est ici L2, en équilibre avec une vapeur dont le point représentatif est égal à V2. Donc, au niveau du ballon, ici, par exemple, nous avons un autre équilibre liquide-vapeur. Et de même, le liquide va s'égoutter dans le ballon, alors que la vapeur monte dans la colonne de distillation. Elle refroidit. Donc je continue ici, je montre comment elle refroidit pour un nouvel état d'équilibre, etc., etc., jusqu'à ce que je décide de récupérer cette vapeur. Donc, récupérer cette vapeur, ça veut dire quoi ici dans notre montage expérimental? Ça veut dire mettre un réfrigérant. Donc vous avez ici une double paroi, votre vapeur passe à l'intérieur et à l'extérieur, dans la paroi extérieure, il y a de l'eau froide qui circule pour que cette vapeur se condense, et on vient la récupérer sous forme de liquide que nous allons appeler distillat. Donc le distillat, c'est quoi?
Le distillat, c'est la vapeur qu'on condense. Le distillat s'obtient en tête de colonne. Dans le distillat, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Si par exemple, c'est V2 que je récupère, c'est-à-dire au niveau de T2, comme vous pouvez le voir ici, je mets mon réfrigérant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la vapeur V2 que je récupère. Quelle est sa composition, cette vapeur? Eh bien, vous pouvez regarder, sa composition se trouve ici, en Y2, et vous remarquerez que la composition de cette vapeur est très riche en A1. Et si je continue comme ça, vous voyez bien que si j'ai un nouveau palier d'équilibre, L3-V3, vous voyez que V3, théoriquement, peut être constitué de A1 pur. C'est-à-dire que la vapeur est constituée de quoi? Eh bien, du constituant le plus volatile, et c'est normal. Le constituant le plus volatile, celui qui a une température d'ébullition la plus faible, eh bien vous allez le retrouver dans votre vapeur, qui, quand vous la condensez, s'appelle distillat. A2, où est-il? Eh bien entendu, A2, eh bien, on va le retrouver dans le ballon. C'est-à-dire que au niveau de ces opérations, à chaque fois dans ces paliers, eh bien, le ballon est aussi en train de s'enrichir en constituant le moins volatile. Ce ballon, à la fin, bien sûr, de la distillation, donc fractionné, c'est-à-dire une fraction, deux fractions, etc., dans le liquide que vous obtenez dans le ballon, on l'appelle résidu liquide. C'est le liquide dans le ballon et on le trouve bien sûr en bas de colonne. Donc en bas de colonne, vous avez le résidu qui est constitué du composant le moins volatile et en tête de colonne, vous avez la vapeur que vous allez condenser et qui est constituée du composant le plus volatile. Alors, bien sûr, je montre ici, pour finir, le chemin suivi de la vapeur. Puisque je vous rappelle, on a chauffé notre liquide et le premier palier que nous avons, donc équilibre liquide-vapeur, eh bien, voici votre vapeur, la première vapeur. Quand elle monte dans la colonne, elle refroidit. Voici le deuxième palier. Quand elle monte dans la colonne, elle refroidit. Donc, ce que vous suivez dans une distillation fractionnée au niveau des diagrammes, c'est votre vapeur. C'est elle que vous suivez quand elle monte dans la colonne. Donc, si le chemin suivi de la vapeur va dans ce sens, c'est-à-dire V1 à cette composition, V2 à cette composition, etc., le chemin suivi par le résidu liquide, il va bien sûr dans l'autre sens. Voilà le chemin suivi par le résidu liquide. Il va dans le sens, bien sûr, du constituant le plus volatile. Pardon, c'est le moins volatile, celui-là. Si nous faisions une distillation pour un mélange azéotrope, vous avez devant vous un azéotrope positif, attention, minimum en T, c'est un maximum en P. Hein, donc pour une isotherme, ça sera un maximum. Et un azéotrope négatif. Nous allons faire cette opération donc de distillation et je vais prendre deux cas. Un mélange liquide, pas de ce côté-ci, c'est-à-dire pour une concentration, une fraction molaire supérieure à la fraction molaire de l'azéotrope et puis une autre composition inférieure à la composition ou la fraction molaire de l'azéotrope. Alors, faisons la même opération. Donc, par exemple, M, voilà, je fais ma distillation fractionnée. Vous voyez que c'est surtout la vapeur que je suis en train de suivre. Donc, premier palier d'équilibre, L1V1, la vapeur refroidie, etc. Alors, vers où s'en va la vapeur? Quel est le chemin suivi de la vapeur? Eh bien, vous le voyez bien, la vapeur suit le chemin vers l'azéotrope. Donc, vous allez avoir un mélange azéotrope dans le distillat et bien sûr, dans l'autre sens, vous aurez le résidu, donc qui est constitué du composé A2 pur. Je fais la même chose pour N. Eh bien, votre vapeur, de même, elle va dans le sens du mélange azéotrope. Donc, le distillat sera constitué d'un mélange azéotrope, alors que, bien sûr, le liquide va dans l'autre sens
c'est-à-dire pour le constituant A1 pur. Eh bien, vous voyez bien que dans ce cas, la séparation totale de A1 et A2 n'est pas possible lorsque vous avez un mélange azéotrope. Mais le phénomène est le même. C'est-à-dire que vous voyez bien que cet azéotrope a la température d'ébullition la plus faible. Donc c'est lui que vous aurez dans le distillat. Et les autres, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre, vous aurez A1 ou A2 dans le résidu sec. Par contre, dans ce cas-ci, vous voyez que votre mélange azéotropique a la température d'ébullition la plus forte. Donc c'est lui que vous allez retrouver, bien entendu, en bas de colonne, c'est-à-dire dans le résidu, alors que les constituants ici, tous les deux, sont plus volatiles que l'azéotrope. Ben, c'est eux que vous allez retrouver dans votre distillat. On vérifie tout ça. Donc voici votre vapeur. D'accord? Vous voyez bien que la vapeur va être constituée de A2 pur. Donc la vapeur va dans ce sens, c'est-à-dire que le résidu liquide va dans l'autre sens, vers le mélange azéotrope. De même, de l'autre côté, donc vous voyez que votre vapeur, elle est en train de s'enrichir en A1. Elle va dans le sens de A1. Donc, dans le sens contraire, vous allez vers l'azéotrope. Vous l'avez compris, dans ce cas, la séparation n'est pas possible pour les deux constituants. Alors, avec ça, on en a fini avec la miscibilité totale. C'était en fait le gros morceau, hein, n'est-ce pas? Donc, je rappelle rapidement, donc pour un mélange idéal, miscibilité totale. Donc, vous appliquez la loi de Raoult pour la droite d'ébullition, la loi de Dalton pour retrouver la courbe de Rosé. L'isobar est un fuseau. Dans le cas d'un mélange réel, mais la miscibilité est totale, donc vous avez pour les isothermes, soit une isotherme à un fuseau, soit une isotherme à deux fuseaux, donc un azéotrope positif ou un azéotrope négatif, mais nous avons vu que nous avons pour l'isotherme des cas particuliers pour la courbe d'ébullition, c'est-à-dire quand on peut appliquer la loi de Raoult pour le solvant et la loi de Henry pour le solide. Passons maintenant, bon bien sûr l'isobar c'est un fuseau large avec deux fuseaux, ça nous sommes d'accord. Nous passons maintenant à la miscibilité partielle et là ça va aller assez rapidement. Hein. Alors, voici devant vous un exemple de diagramme binaire. Isobar, maintenant, je vous rassure, pour les miscibilités partielles et nulles, nous n'aurons plus affaire aux isothermes. Donc nous n'avons que les isobars devant nous, au programme. Donc voici une isobar. Et il va s'agir d'indexer ce diagramme, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il y a dans ces différents domaines, le nom des courbes, les noms des points particuliers. Alors, on est tout à fait d'accord. On va se retrouver avec la phase vapeur en haut, ça il n'y a pas de doute. Pour les fortes températures, on a une seule phase vapeur, elle est là. Et bien sûr, quand vous refroidissez, vous allez avoir vos liquides, donc pour vos deux fuseaux, vous avez les domaines biphasiques vapeur-liquide. Vous avez ici, bien entendu, votre azéotrope. Donc, je rappelle qu'un azéotrope, donc, c'est le point de rencontre des courbes d'ébullition et de Rosé à deux fuseaux. Donc, c'est toujours un azéotrope. Et lorsque nous refroidissons tout ça, donc c'est fini pour la vapeur et nous n'avons plus en bas que le liquide. Donc jusque-là, tout va bien. Nous connaissons tout à fait ce type d'allure. Maintenant, il y a autre chose. Il y a une autre courbe ici, c'est-à-dire il y a encore un autre changement d'état. Donc quand je prends ce liquide et que je refroidis, je rencontre un obstacle, une courbe qui marque un changement d'état. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans les diagrammes binaires liquide-vapeur, donc il ne faut pas parler de solide pour l'instant. Quel est donc ce changement d'état? Eh bien, à partir de cette courbe, le liquide
va donner lieu à deux liquides. Une miscibilité partielle. À partir d'une certaine température, les deux liquides ne sont plus totalement miscibles. Donc vous avez eu ici le domaine biphasique liquide-liquide. Nommons toutes nos courbes. Donc nous connaissons déjà la courbe de Rosé, la courbe d'ébullition. Cette courbe-ci s'appelle la courbe de démixion, XT. On l'appelle aussi la courbe de miscibilité liquide-liquide, ou encore la courbe de solubilité liquide-liquide. Il faut rajouter le terme liquide-liquide pour miscibilité et solubilité parce qu'on va les retrouver pour les solides. Par contre, si vous dites courbe de démixion, c'est parfait, ce n'est pas la peine d'ajouter autre chose. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une miscibilité liquide-liquide ou une solubilité liquide-liquide, alors regardez, si je prends un point ici, à cette température, qu'est-ce que nous avons? Nous avons A1 pur. Imaginez que nous ajoutons goutte à goutte A2. Nous allons mélanger donc A1 avec A2. J'ajoute goutte à goutte, c'est-à-dire je me déplace dans ce sens. Je suis en train d'ajouter, bien sûr, A2, donc la fraction molaire de A2 augmente. Donc si je suis là, les deux liquides sont totalement miscibles, n'est-ce pas? Nous avons un seul liquide. J'ajoute encore A2, et à partir de là, le liquide, elle, est saturé, ce qui fait qu'après, vous allez avoir deux liquides, un liquide L1 et un liquide L2. Pourquoi je les ai appelés L1 et L2? Supposons qu'ici, j'ai un mélange, donc biphasique, liquide-liquide ici. Puisque j'ai un mélange biphasique, je vous rappelle que je peux tout à fait connaître la composition de chaque phase liquide, comme pour la vapeur liquide. Ici, vous vous souvenez, si je suis ici, j'ai deux phases, liquide-vapeur. Je peux connaître la composition de ma vapeur en me projetant à droite sur la courbe de Rosé, et je lis la composition. Pour le liquide, je me projette à gauche sur la courbe d'ébullition et je lis la composition. Il en est de même ici. Donc, je vais me projeter à droite pour lire la composition d'un liquide. Voilà, ça c'est un liquide de composition X2 égale A. Et vous voyez que ce liquide, il est plus riche en A2 qu'en A1. On peut tout à fait le nommer L2. Nommez-le autrement, c'est pas important. Hein. L'essentiel, c'est que vous dites que vous avez un liquide de composition X2 et un autre liquide, donc je me projette dans l'autre sens, de composition X2 ici, qui est, comme vous le voyez, plutôt riche en l'autre constituant. Je vous propose une analyse thermique pour qu'on se mette d'accord sur tous les phénomènes qui se passent ici. Par exemple, je vais refroidir ce mélange. Alors, que se passe-t-il? La vapeur refroidit jusqu'à l'apparition. Que se passe-t-il là? C'est l'apparition des premières gouttes de liquide L ici. De cette température à cette température, je vais avoir les deux phases vapeur liquide. Bien sûr, vous pouvez tout à fait écrire vapeur tend vers liquide, puisque je refroidis, donc c'est la vapeur qui se condense en liquide, ou bien dire que vous avez deux phases, donc phase vapeur plus une phase liquide. Ici, que se passe-t-il? Eh bien, bien entendu, vous avez la disparition des dernières bulles de vapeur, puisqu'après, vous n'avez plus votre vapeur. De ce point-ci jusqu'à ce point-là de température, vous avez le liquide qui refroidit tranquillement. À partir de là, que se passe-t-il? Eh bien, je n'avais qu'un seul liquide, j'en ai après deux. Donc, au niveau de ce point-là, j'ai l'apparition des premières gouttes du second liquide. Et de là jusqu'à la fin, j'ai mes deux liquides en équilibre, bien entendu. Hein, puisque si vous êtes à cette température ou cette température, la composition des deux liquides n'est pas la même. Vous faites bien sûr votre projection à droite et à gauche. Donc les deux liquides en refroidissement, bien sûr, changent de composition. D'accord? Ce type de diagramme
montre une miscibilité partielle. Pourquoi? Parce que vous avez une courbe de démixtion, de miscibilité liquide-liquide, et ce diagramme est sans interférence liquide-vapeur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que cette courbe de démixtion n'a pas atteint, hein, sa hauteur n'a pas atteint les courbes de rosée et d'ébullition. Si c'était le cas, eh bien voici ce que vous obtenez. Donc vous reconnaissez toujours, hein, les deux oreilles de lapin de nos fuseaux, bien sûr, rosée et ébullition. Et vous voyez ici une partie de la courbe de démixtion, hein. Mais nous voyons autre chose. Nous voyons un palier qui n'existait pas pour tous les autres, avec un point central. Alors on va essayer d'analyser bien sûr cette courbe, mais de l'indexer, donc toujours de la vapeur en haut. Lorsqu'on diminue la température, on a la vapeur et le liquide. Lorsque nous refroidissons, vous avez ici bien sûr la phase liquide puisque la vapeur n'existe plus. Et à l'intérieur, vous avez vos deux liquides, puisque ça, c'est la courbe de démixtion, c'est la courbe de solubilité liquide-liquide, dans ces deux sens. Qu'est-ce que c'est que ce point? Ce n'est pas un azéotrope. Un azéotrope, c'est le point de rencontre des courbes de rosée et d'ébullition. Or ici, c'est un peu plus que ça. Ce point s'appelle le point hétéroazéotrope. Hétéroazéotrope. H et ou le palier et le palier hétéroazéotrope. Bien, de phases est-ce que j'ai sur ce palier? J'en ai 3. Mais on va montrer ça tout de suite en faisant une petite analyse thermique comme d'habitude, parce qu'on comprend mieux les choses avec une analyse thermique. On va observer le phénomène qui se passe au niveau de ce palier. Alors on y va. Nous avons une vapeur qui refroidit, apparition des premières gouttes de liquide. De là jusque là, vous avez la vapeur et le liquide. Et que se passe-t-il à partir de ce point? Eh bien, quand vous avez un problème avec un point particulier, vous ne savez pas ce qui se passe là. C'est très simple, essayez de voir ce que vous aviez avant, ce que vous avez après, et vous saurez ce qui s'est passé là. Avant, j'ai une vapeur et un liquide. Après, j'ai deux liquides. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a la disparition de la vapeur et il y a l'apparition d'un second liquide. Ces deux phénomènes se font à la même température, à la même pression, mais ils ne se font pas au même moment. Donc il y en a un qui a eu lieu et un autre qui va avoir lieu à la même température. Eh bien, le premier qui a lieu, c'est l'apparition des gouttes du deuxième liquide, bien entendu, puisque la vapeur avant ce palier hétéroazéotrope se condensait en un seul liquide. À partir de cette température, elle se condense en deux liquides. Ce palier hétéroazéotrope est un palier d'équilibre, V en équilibre avec L1, L2. On écrit l'équilibre, même si nous sommes en train de refroidir, donc bien sûr l'équilibre est déplacé dans ce sens, mais si je m'arrête à cette température-là, j'aurai cet équilibre-là. Donc la vapeur se condense en ces deux liquides et à la fin du palier, bien sûr, la vapeur disparaît. Elle disparaît ici et ensuite vous aurez vos deux liquides qui refroidissent. Donc le palier hétéroazéotrope est constitué des trois phases vapeur, liquide 1, liquide 2. Vous pouvez faire l'exercice de passer directement, faire refroidir un mélange au niveau de l'hétéroazéotrope. Eh bien, on peut le faire là oralement. Donc vous avez une vapeur qui refroidit jusqu'au palier. Donc ici, vous aurez votre vapeur jusqu'au palier. Le palier hétéroazéotrope, l'équilibre est toujours le même. Quel que soit le point de ce palier, c'est toujours V en équilibre avec L1 et L2. Et ensuite, vous avez L1 et L2 qui refroidissent.
Voilà, donc on en a fini avec la miscibilité partielle. Nous avons vu deux cas, c'est-à-dire nous avons rajouté une courbe de démixtion par rapport au totalement miscible. Nous avons donc toujours vos courbes de rosée et d'ébullition, mais en plus une courbe de démixtion. On a le cas où il n'y a pas, d'interférence avec le liquide vapeur et on a une interférence avec liquide vapeur. Dans ce cas-là, vous avez un azéotrope. Ici, vous avez un hétéroazéotrope. Nous finissons rapidement par la miscibilité totale. Alors voilà le diagramme. Donc il est encore plus épuré. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons disparaître pratiquement toutes les courbes, sauf la fameuse courbe de rosée, bien entendu. Donc vous avez toujours votre vapeur là. Mais quand vous refroidissez, eh bien, il y a sûrement apparition d'une phase liquide, mais cette fois-ci, ce liquide-là, ce n'est pas un L quelconque. Regardez, si vous êtes là, vous avez deux phases. Je me projette à droite, j'ai la composition de la phase vapeur. Et si je me projette à gauche, j'ai la composition de la phase liquide. Et vous voyez que votre phase liquide, c'est A1 pur. Donc vous avez la vapeur et A1 liquide pur. Et de ce côté-ci, bien sûr, la vapeur est Al2 liquide. La courbe d'ébullition a disparu. Vous n'avez plus un liquide constitué de deux constituants. Non, elle a disparu, cette courbe. Ensuite, bien sûr, après, qu'est-ce que vous avez? La vapeur a disparu et vous n'avez plus que vos deux phases liquides. Vous vérifiez, si je me projette à droite, j'ai A2 pur. Si je me projette à gauche, j'ai A1 liquide pur. Et ici, la courbe de démixtion a disparu. Nous n'avons pas de miscibilité liquide-liquide. Le palier que vous voyez ici, vous avez reconnu l'hétéroazéotrope, hein, qui est constitué bien sûr de trois phases, la vapeur et les deux liquides. Donc si nous faisons une petite analyse thermique pour voir tout ça, et nous la finirons avec ceci. Alors, la vapeur qui refroidit, apparition des premières gouttes de A2 liquide. De là jusque-là, vous avez la vapeur et votre A2 liquide. Nous entrons dans le palier hétéroazéotrope, il faut rajouter une troisième phase. Donc, le palier, c'est toujours une vapeur en équilibre avec deux liquides. Cette fois-ci, ce sont les liquides purs. On quitte le palier quand on élimine une phase qui est, bien sûr, la vapeur. Et il ne nous reste plus que les deux liquides qui ne font que refroidir, bien sûr. Ils ne changent pas du tout de composition, ce sont des liquides purs. Alors, j'espère que j'étais assez claire. Voilà donc le résumé de tout ce que nous avons fait pour les diagrammes binaires liquide-vapeur et à la prochaine pour les diagrammes binaires liquide-solide. Au revoir.